Bonsoir. Cette émission, c'est tout d'abord l'autoportrait d'un acteur ou d'une actrice et l'évocation d'extrait en extrait des films qui, comme autant de pierres blanches, ont jalonné sa propre carrière. Et notre regard de ce soir est l'un des plus caractéristiques puisqu'il s'agit de celui de Christophe Lambert, forme de champ magnétique qui envahit l'écran. Un acteur inclassable qui, pendant près de 25 ans, aura tourné sur les 5 continents, se glissant dans des personnages tour à tour rêveurs, lunaires, mythologiques ou violents. Dans le cinéma de Christophe Lambert, c'est maintenant. Christophe Lambert, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous exercez cette profession, celle d'acteur, depuis bientôt 30 ans. Et vous avez à votre actif à peu près combien de films? Oh, je dirais, sans les avoir comptés exactement, entre 60 et 75. Est-ce que dans votre adolescence, vous avez envisagé autre chose que l'exercice de cette profession-là? Alors j'y ai pensé, j'ai commencé à y penser quand j'avais 12 ans, pour des choses assez banales, en tout cas qui peuvent paraître banales à prime abord. J'avais fait une pièce quand j'étais petit, une pièce de famille, etc. Et à la fin de cette pièce, j'avais trouvé que ce qui était le plus agréable dans cette pièce, c'était les applaudissements à la fin. Et je me suis dit, j'ai envie de retrouver ce sentiment, donc je serai acteur. Et je me souviens, ma nièce m'avait dit au groupe, c'est elle qui dirigeait tout, elle chapeautait tout, elle avait fait la mise en scène, le machin, le casting, etc. Et puis elle avait dit, je pense qu'il y a eu des rires et des applaudissements pour certains qui n'étaient pas forcément mérités. Bon, et je les ai automatiquement, dans ma paranoïa, pris pour moi. Vous. Oui, absolument. Et vos premiers souvenirs d'images télévisées ou cinématographiques, quelle est la première marque que vous ayez reçue au travers d'une image? Alors le premier choc visuel, pas cinématographique, mais télévisuel, ça a été le Napoléon d'Abel Gance. Alors là, j'étais scotché sur l'écran. Le mec qui jouait Napoléon avait un charisme hallucinant. Le film était muet. Albert Dieudonné. Oui, exactement. Et il fallait communiquer qu'avec son regard, qui était vraiment un regard d'aigle. C'était hallucinant. Alors ça, c'était la découverte de ce que représente l'image, de ce que représente la puissance de quelqu'un dans une image. Alors le principe de cette émission, vous le savez, c'est de décliner vos choix, les choix que vous opérez dans votre propre filmographie, mais aussi dans l'histoire, dans l'univers du cinéma. Et le premier de ces choix, c'est le mythique Casablanca de Michael Curtis en 1942. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Ori wants us to finish this bottle and then 3 more. Says he'll water his garden with champagne before he'll let the Germans drink it. This sort of takes the sting out of being occupied, doesn't it, Mr. Richard? Well, you said it. He's looking at you, kid. Franzosen, Einwohner von Paris. Franzosen, Einwohner von Paris. Hört aufmerksam zu. The German's a little rusty. It's the Gestapo. They say they expect to be in Paris tomorrow. They're telling us how to act when they come marching in. With the whole world crumbling, we picked this time to fall in love. Yeah, it's pretty bad timing. Where were you, say, 10 years ago? 10 years ago. Let's see. Yes, I was having a brace put on my teeth. Where were you? Looking for a job. Est-ce que vous avez gardé le souvenir du moment où vous avez découvert ces images pour la première fois? Ouais, je me souviendrai toujours parce que j'étais en train de me faire... Je regardais ce film, j'étais en train de me faire un sandwich dans la cuisine et je suis sorti de la cuisine au moment de la dernière rencontre quand ils sont chez Rick's Café,
qu'elle frappe à la porte, qu'il est lui devant sa bouteille de whisky à la table tout seul, qui va lui ouvrir, et qu'ils ont cette scène tous les deux. Et je suis rentré quand elle passe la porte. Et le choc de ce qu'il y a dans ses yeux à elle et de ce qu'il y a dans ses yeux à lui, je me suis dit, voilà, si quelqu'un peut, sans jouer, être ce qui se dit dans ces yeux-là et de se transformer en amour, cette scène est immortelle, complète. Alors, vous avez tout de même décidé, à un moment de votre vie, très jeune, d'apprendre la technique, et vous avez voulu entrer, vous y avez d'ailleurs réussi, au conservatoire. Donc, comment est-ce que ça s'est présenté à vous, cette opportunité? C'était une décision naturelle? Non, franchement, c'était un accident complet, parce que je suis arrivé à Paris. Mon père m'avait dit, je te donne 2 ans pour réussir. J'ai passé 1 an et demi à sortir, aller dans les boîtes, m'amuser. Puis Paris, quoi. J'avais vécu toute ma vie à Genève et je débarquais à Paris. Donc, les soirées, les dîners, les machins, les trucs, je me démerdais à gauche, à droite. Je bossais dans une boutique pour gagner un peu d'argent. Comme ça, je pouvais payer mon loyer, puis ma bouffe, mes trucs. Donc, il y avait un concours d'entrée qui existe toujours. Non, alors ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 an et demi, comme mon père m'avait donné 2 ans pour réussir, je me suis dit, oh là là, il me reste que 6 mois, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai été au cours Florent pendant 4 mois. Et là, le prof du cours Florent, Yves Lemoigne, m'a dit, toi, je vais te présenter au conservatoire. Je lui ai dit, mais il est fou, ce mec-là. Vous lui avez demandé pourquoi? Non, non, enfin, pourquoi vous non, puis en plus, connaissant Yves Lemoigne, il me l'aurait certainement pas dit. Mais je me suis dit, le mec est complètement barge. Généralement, les mecs bossent pendant 2 ans au cours Florent avant d'être présentés au conservatoire. Et il m'a présenté au conservatoire, et j'ai eu le bol, parce que de la manière dont ça s'est passé, j'ai eu la chance de l'avoir. Et pour mon père, ça a été, mon fils va à l'université. Donc, il a magnanimement dit, je te donne 3 ans de plus. Alors, comment est-ce que vous entrez dans vos vrais débuts au cinéma? Le premier film qui avait une certaine importance, notamment par sa distribution, c'était Le Bar du Téléphone. Le Bar du Téléphone, absolument, ouais. Donc, avec Richard Anconina, notamment. Raymond Pellegrin, François Perrier, Daniel Duval. Et alors, comment est-ce que vous vivez cette expérience? Comme le prolongement naturel d'une formation, comme une succession de hasards Non, parce que ça s'est fait par casting. Je me suis retrouvé au film 13, dans un couloir, avec 200 mecs qui étaient fringués tous de la même façon, avec des Santiago, des jeans et des perfectos. C'est là, d'ailleurs, que j'ai rencontré Richard. Et donc, on se regardait en se disant, putain, on doit être que 4 dans le film. On se dit, c'est impossible. Et puis, à la succession des éliminations, on a fini par se retrouver les 4 acteurs qui ont fini par être pris pour le film, assis sur des chaises comme si on était dans une voiture, à jouer une scène devant les producteurs et le metteur en scène, pour un jour nous dire, bon, bah, c'est vous 4 qui allez faire le film maintenant. Voilà, vous êtes pris. Et puis le metteur en scène m'a regardé et m'a fait, toi, je veux faire des essais filmés avec toi parce que j'aimerais que tu enlèves tes lunettes. Et je lui ai dit, non, vous savez, moi, j'enlève pas mes lunettes parce que j'aime pas enlever mes lunettes. Il me dit, on va faire des essais filmés sans tes lunettes. Donc je me suis dit, là, sois pas con, t'es seul avec le metteur en scène, tu vas faire... Parce que sinon, c'était intrusif pour vous, cette demande? Ah, très. Moi, j'ai commencé à garder mes lunettes à partir de l'âge de 12 ans, mais à un point tellement maladif que je les enlevais la nuit avant de dormir que quand la lumière était éteinte. Et j'étais seul dans la chambre. Donc de vous demander de les enlever, c'est de faire abandon de vos remparts? Ouais, de remparts ou de quelque chose que je voulais cacher, c'est-à-dire mon regard. Et donc, c'était inconcevable. Et c'est pourtant ce regard-là, sans lunettes, qui va vous consacrer, et vous consacrer dans les dimensions d'une notoriété planétaire quelques années plus tard.
is an excellent mimic. Any animal that he has heard. Parfaitement. How wonderful. What animals can you do? Please, can I hear one? This is a game that we used to play on board the ship. He used to enchant the crew. The best thing is that if you close your eyes and imagine that you are en Afrique. Yes, in Africa. It's beautiful. Do another one. Close your eyes. Ça me fait rire. Ah, et quel regard est-ce que vous revoyez cet extrait? Il y a des choses que je vois, comme quand il regarde la poitrine de la femme qui fait... Bon, c'est ce que je faisais quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Non, c'était pas trop loin de vous. En tout cas, à ce moment-là, il y a des choses... Il y a des choses qui sont pas trop loin de vous. Non, il y a des choses dans ce personnage qui ne sont que moi. Donc, il y a forcément une composition parce que je ne suis pas né singe et que je ne faisais pas des bruits, généralement en mangeant. Mais dans mes attitudes à table, dans ma manière de manger, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été à moitié couché sur la table, à manger... avec du bol avec mes mains, mais si possible avec mes pieds. Alors, une des spécificités, non des moindres, même la principale de ce film, c'est que vous êtes choisi dans la multitude, alors que, a priori, vous ne présentez pas les références physiques, linguistiques. Donc, comment est-ce que ça s'est déroulé, ce qu'on appelle aujourd'hui un casting? Ben, je crois que Hugh Hudson, il a fait une sorte de tour du monde, commencé aux États-Unis, puis toute l'Europe, puis un jour il a débarqué à Paris, et puis je me suis retrouvé dans une espèce de salle de danse. Vous étiez combien de 200 candidats? ou 300, mais ça c'était juste pour voir les aptitudes physiques. Donc il nous faisait sauter en l'air, comme ça, pendant des minutes et des minutes, mais 20 minutes, bon. Moi, au bout de 3 minutes, non seulement j'étais fatigué, mais deuxièmement, je n'avais pas l'intérêt, une fois qu'il nous avait fait faire des bonds 3 fois, bon, ben, on savait qu'on pouvait faire des bonds. Puis à un moment donné, je me suis assis par terre en me disant, franchement, ce truc commence à sérieusement m'embêter. Et je pesais 58 kilos, c'est-à-dire 14 kilos de moins qu'aujourd'hui. J'avais des grosses lunettes, j'étais maigre, j'avais des grosses lunettes. Et vous saviez de quel rôle il s'agissait? Oui. Donc vous présentez dans cette configuration, c'est ce que vous venez de décrire, pour aller incarner Tarzan. Pas du tout les caractéristiques de l'athlète. Mais vous vous dites, allons-y, après tout... Oui, et puis Hugh Hudson, auréolé de 4 Oscars pour les chariots de feu, etc. Donc quoi qu'il arrive, quand on est un acteur débutant, on se dit... Je ne vais pas refuser de sauter en l'air dans une pièce pour un mec qui a gagné 4 Oscars et qui fait en plus un espèce de Tarzan complètement atypique qui est, entre guillemets, la véritable histoire. Donc, ça peut être intéressant. Et à un moment donné, je m'assieds et la casting me voit comme ça, assis par terre, au milieu de tous ces gens qui sautent. Et elle fait « You should test him ». Et là, le metteur en scène la regarde, on fait « You're kidding, of course ». Et... la fille lui fait pas du tout. You should test him, tu seras surpris. Donc le mec la prend pour une folle complète, voit une espèce d'asticot comme ça, qui a en plus pas envie de sauter. Donc il se dit, mec, il n'a pas envie d'en foutre. Et pas de regard. Lunettes, de toute façon, oui. Rien. Et puis, 3 mois plus tard, Londres appelle, ou la Warner appelle mon agent, et puis dit il faut qu'il vienne à Londres pour faire des tests. Donc je pars à Londres, je fais 3 jours avec un mec qui s'appelle Peter Elliott, qui est un mec hallucinant, même sans costume. Il a tellement absorbé ce qu'est le singe qu'il en devient, comme ça, sous vos yeux,
Un professionnel du comportement C'est le plus grand simiesque. professionnel du comportement simiesque du monde. Et puis, je commence à travailler avec lui. On avait 2 jours donc pour commencer à comprendre les attitudes. Et puis, on fait les essais en costume. On me fringue, on me coiffe, etc., etc. Et on me fait faire 2 scènes, une dans la chambre avec la fille et une à table pour voir si mes manières culinaires se sont améliorées, ce qui n'était heureusement pas le cas. Et donc, le mec se dit... c'est lui. Et il rentre à la Warner après 2 ans ou 1 an et demi de casting. Et il fait « Je fais ce film, mais uniquement avec ce mec ». Alors, il y avait 2 choses qui étaient à contre-emploi complet. D'abord, il y avait la langue anglaise qui n'était pas maîtrisée, évidemment, comme aujourd'hui. Et puis, il y avait l'aptitude physique qu'il a fallu travailler. Alors, ça a duré combien de temps, cette préparation? C'était 6 mois de préparation à 9 heures par jour. C'est-à-dire, le matin, je faisais 4 heures d'une forme de gymnastique. C'est-à-dire, c'était pas du tout poids et haltères, parce qu'il voulait quelqu'un de plus longiligne, qui avait la démarche plus d'un danseur que d'un bodybuilder. Et donc, on faisait ça 4 heures tous les matins. Et l'après-midi, c'était du cirque. C'était grimper dans les arbres, grimper sur des lianes, sauter de 30 mètres d'un arbre dans des matelas mousse, dans des filets. Mais à ce moment-là, vous avez donc 25 ans, sauf erreur de ma part. Et est-ce que vous avez conscience de participer à un film majeur? J'ai simplement conscience qu'il y a une histoire magnifique. J'ai simplement conscience qu'il y a un budget pharaonique. Mais c'est pas ça qui me fait peur. C'est-à-dire, inconsciemment, ce n'est pas ça qui me fait peur. Parce que quand j'ai vu Hugh Hudson à Paris qui m'a dit alors, c'est toi, t'es content? Je lui ai dit, j'ai peur. Et il m'a dit, c'est pas maintenant qu'il faut avoir peur, c'est quand le film va sortir. Et là, je me suis mis dedans à fond. À fond. À fond. C'est-à-dire, il n'y avait plus un truc, je travaillais chez moi, je travaillais dans les studios, je travaillais le physique, comme l'acting, comme le chimping. C'était non-stop. Non-stop, 7 jours sur 7. Et c'est un tournage qui a duré très longtemps? 8 mois. Est-ce qu'il est exact que le metteur en scène, donc Hudson, vous a pratiquement pas adressé la parole pendant le tournage? Ah oui, oui, oui. Ouais, il était très bizarre, ce garçon. C'est-à-dire, pendant le tournage, j'ai dû le voir 2 fois pour me faire engueuler, ce qui était assez logique. Et après, sur le tournage, la première fois qu'il m'a parlé, c'était juste avant de me faire maquiller. Il m'a fait maquiller pendant 3 semaines et demie. J'avais 4 heures de maquillage entre les cicatrices, tout le corps, les taches, la boue, le machin. J'ai 3 heures et demie de maquillage chaque jour, les cheveux. Il m'asseyait sur une chaise en haut du plateau, donc j'étais même pas avec des gens, j'étais seul au milieu de la jungle, comme ça, sur ma chaise de truc. Toute la journée, 8-9 heures. On me disait même pas quand il y a la coupure déjeuner. Puis le soir, il remontait du plateau, il faisait « Hi, boy ». Je faisais « Hi ». Et puis, hop, il disparaissait. Jusqu'au moment où j'ai craqué, quoi. 3 semaines et demie de ça, j'ai parlé avec Ian Holm et je lui ai dit « Mais si le mec ne m'aime pas, pourquoi il m'a pris? Pourquoi il me veut moi? Pourquoi il me torture comme ça? Qu'est-ce qu'il veut ?» Et là, le lendemain, je tournais, parce que Hugh Hudson a compris que s'il y avait encore 1 ou 2 jours de ça de plus, je pouvais mentalement complètement craquer. Et le lendemain, je tournais. Sinon, il ne me parlait pas. Et le seul jour où il m'a parlé, c'est quand on est arrivé dans la civilisation. D'abord, il m'avait posé une question qui m'avait halluciné. On était en studio à Londres, on était donc dans la jungle. Et puis il me regarde et il me fait je pense que ça serait pas mal si tu dormais dans une cage la nuit dans la jungle. Moi, je me dis, mais complètement barre. Je dis, mais pourquoi faire? To feel the jungle, to feel the danger of the jungle. Je lui dis, attends, je suis très bien dans mon lit, là, dans mon appartement à Londres. Je vais pas aller dormir dans une cage dans la jungle. Bon, ça, c'était la 3e fois qu'il me parlait. Et quand on est arrivé en Écosse, là, il s'est mis à me parler. Et la raison, c'est qu'il me dit, now you're part of civilization. Tu fais partie de la civilisation. Ce qui avait donc, sa logique. Maintenant, tu es un être humain et plus un animal, donc je peux te parler. En tout cas, grâce à lui, vous entrez dans le monde des héros. Et l'un des choix que vous avez fait,
est un film qui remonte et qui date de 1969, où vous aviez, si j'ai bien compté, une douzaine d'années, et qui mettait en scène la plus belle trilogie dramatique de l'époque, c'est-à-dire Gabin, Delon et Ventura dans Le Clan des Siciliens d'Henri Verneuil. Personne ne bouge. Je vous préviens que je ne ferai rien qui peut compromettre la sécurité de mes passagers. Vous allez faire exactement ce qu'on va vous dire, sinon on se passera de vous. Toi dehors, on t'appellera si on a besoin de toi. Assis. Toi, lève-toi, on va te remplacer. Allez-y. La même chose. New York Center, Overseas 404. Request descent clearance. Overseas 404, New York Center. You are cleared to flight level 200. From your present position, proceed to beach intersection, then Deer Park, and radar vector to the ILS final approach. C'est un film qui a acquis un certain classicisme, mais qui a été considéré à l'époque de sa sortie comme l'archétype du film commercial. Vous vous souvenez des critiques très dures qui étaient adressées à ce genre de film à l'époque, avant qu'il ne soit statufié? Alors, je vous dis franchement, autant j'ai jamais lu les critiques positives ou négatives sur les films que je pouvais sortir, autant à l'époque je lisais pas les critiques positives ou négatives sur les autres films. J'allais au cinéma parce que j'avais envie de voir un film. J'en avais rien à foutre de ce que pouvaient penser les critiques, au même titre qu'aujourd'hui, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas. Parce que je pense que le métier de critique n'est pas un métier. C'est quelque chose, on juge quelque chose pour les autres en disant « n'y allez pas parce que moi je n'aime pas ». Moi j'aime bien les mauvaises critiques à partir du moment où elles sont intelligentes, parce qu'on apprend quelque chose. Une mauvaise critique qui est personnelle, uniquement pour détruire la personne, ne m'atteint pas vraiment, parce que je vois que ce n'est que quelque chose de personnel. Même si vous êtes d'avis que le film ne pouvait pas être encensé. Ah oui, bien sûr, mais... Je veux dire, autant avoir de l'humour par rapport à ça. Je veux dire, quand je lis sur Vercingétorix, Christophe Lambert a l'air d'un menhir en tutu rose, bon, ben, je me dis, le mec, il y a de l'humour. Mais qu'est-ce qui vous attirait à l'époque dans un film comme celui-là? Le casting, le côté novateur, le côté... C'est vrai que voir un détournement d'avion à l'époque, c'était dans un film de fiction. Il n'y avait pas de différence entre le cinéma français ou européen et le cinéma américain. Quand je vois un film comme ça, j'ai l'impression de voir Bullitt, j'ai l'impression de voir les films de Don Siegel, j'ai l'impression de voir les Clint Eastwood, Dirty Harry. Voilà. Je ne fais pas de différence. Donc, je vais voir un cinéma. Je ne vais pas voir un film français ou un film ricain. Je vais voir du cinéma entertainment. Des personnages extraordinaires, des personnages hors du commun. Ce sont ceux que vous avez souhaité retrouver. Extraordinaires aussi dans la manière qu'ils avaient d'être filmés par Sergio Leone dans, bien sûr, Il était une fois dans l'Ouest.
Frank? Frank sent us. Did you bring a horse for me? Looks like we're shy of one horse. You brought two too many. Alors techniquement, on peut parler pratiquement d'une forme de révolution à l'époque, dans cette manière si particulière de construire ces gros plans. C'est ce qui vous frappe à l'époque, ou c'est le héros dans sa caricature? Non, ce qui me frappe, c'est un mec qui n'a pas peur. C'est-à-dire, il n'a pas peur, c'est de l'opéra. Il n'a pas peur des grands manteaux, il n'a pas peur des gros plans, il n'a pas peur de rester 40 secondes sur un visage. C'est-à-dire qu'on a le temps d'y lire une émotion. Il n'a pas peur de ce qu'on pourrait parler de grotesque. Il y va, donc on y croit. Il n'a pas peur d'avoir la musique qui va avec le truc, il n'a pas peur d'avoir les yeux d'acier qui vont avec les personnages, il n'a pas peur d'avoir des bruits de flingue, on a l'impression qu'on a un canon au bout de la main. Le mec n'a pas peur. Voilà ce que j'aime chez les metteurs en scène, c'est qu'ils sont personnels. Ce mec, pour moi, a réinventé avec David Lean, mais d'une manière complètement différente, David Lean dans quelque chose de plus classique. Ce mec a réinventé le cinéma qu'on voit aujourd'hui. On ne peut pas imiter ça. Ça doit sortir de soi. La musique... Pourquoi Morricone et Leone bossaient ensemble comme ils bossaient ensemble? C'est parce qu'il y avait une compréhension et une correspondance entre les deux. Et le seul musicien qui avait probablement compris exactement ce que Leone voulait faire et qui adaptait la musique à l'image, ce qui est le but de la musique. C'est pas le contraire. Le fait en est que Sergio Leone jouait la musique qui avait déjà été composée pour ses acteurs sur le plateau. Donc chaque personnage, notamment dans Il était une fois dans l'Ouest, le Cheyenne avait sa musique, donc il avait sa démarche, qui était chaloupée, qui allait avec la musique. Chaque personnage avait sa musique quand il jouait ses scènes. Extraordinaire. Et quand on essaye ça sur un plateau de cinéma, moi la seule fois où j'ai eu ça, c'est sur un film, et ben c'est vrai qu'on marche pas de la même manière. Alors après la reconnaissance publique, bien au-delà, on l'a dit, des frontières françaises, vous allez connaître très rapidement aussi une consécration institutionnelle. Vous avez les papiers? Vous avez trouvé facilement? Sans problème. Vous avez les papiers? Merci, je l'adore cette photo. Les papiers. Vous êtes dur avec moi. Ah oui, pourquoi? Je sais pas, moi j'étais content qu'on se revoie tous les deux, dans un endroit calme. Chez vous c'était bien, mais on pouvait pas vraiment se parler, il y avait trop de monde. Tant qu'on est là tranquille, vous pensez qu'à vos papiers, vous gâchez tout. C'est vous qui avez tout gâché. Vous n'êtes pas obligé de faire sauter le coffre quand on vous invite quelque part. Ah, ça n'a rien à voir. J'aime pas les coffres, c'est tout. Je n'apprécie pas votre humour. Et ça, c'est de l'humour? On a dit 10 briques. On a enlevé les charges. Ah bon. Merci d'être venu. Soyez raisonnable, Fred. Mon bureau est méconnaissable, ma voiture est en miettes. Ça suffit pour aujourd'hui, non? Pourquoi vous m'avez invité à cette soirée? Parce que... je vous trouvais... Plus maintenant.
Je vous aime bien, Fred, mais vous êtes vraiment insupportable. Donc c'est ce film Subway de Luc Besson qui vous vaut en 85 le César du meilleur acteur. Là, vous dédiez cette récompense à votre frère, sans entrer dans les détails de cette intimité. Pour quelle raison est-ce que vous avez choisi cette dédicace-là? Parce que, comme vous le dites, je ne vais pas rentrer dans des détails qui me sont très personnels, parce que je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu faire beaucoup, qui a eu beaucoup moins de chance. Et donc j'ai eu l'impression, j'ai toujours l'impression que ce qu'il n'a pas eu, on me l'a donné 2 fois. Donc je pense que quand je le dédie à lui, ça ne veut pas dire qu'il est à lui à cause de lui, mais qu'il est indirectement, je lui donne à lui pour ce qu'il m'a donné, inconsciemment. Voilà. Alors, vous avez donc la reconnaissance publique, vous avez la reconnaissance de vos pairs, celle de la profession, vous aviez tous les choix possibles, aussi bien d'ailleurs ce qui était une rareté dans le registre anglophone que dans le registre francophone, et on peut, quand on examine votre filmographie, se dire que vous avez baissé dans l'exigence. Est-ce que c'est un défaut que vous reconnaissez? C'est pas baisser dans l'exigence, c'est que je n'avais pas d'autres exigences que ce qu'éventuellement ça pouvait me rapporter. Donc forcément, sur quel sur plan? le plan financier. Donc forcément, à ce moment-là, on va vers des choses plus faciles, puisque c'est une décision qu'on a prise. Moi, le problème, c'est que je faisais 2 films qui étaient moyens une année, 2 films qui étaient moyens une deuxième, 2 films qui étaient moyens une troisième, et tout à coup, le 7e film, qui était peut-être potentiellement formidable, on avait 6 derrière qui étaient moyens. Et vous n'avez pas craint, au contraire, de vous retrouver, à cause de ce mode un peu réducteur par rapport au choix, dans une situation où vous n'auriez plus de choix du tout? Non, j'ai jamais eu peur de ça, parce que, contrairement à mes pairs, et je fais pas de comparatif, hein, mais à un moment donné, je suis rentré dans ce genre de cinéma à la Van Damme, Stallone, Schwarzenegger, avec des forteresses, avec des Highlander, bien que Highlander soit complètement différent. Mais je me suis toujours démarqué, ce que je faisais déjà à l'époque au conservatoire. C'est-à-dire, je ne faisais pas partie d'une bande au conservatoire, j'étais seul. J'allais voir ce qui se passait dans la rue, ça m'intéressait beaucoup plus que ce qui se passait sur la scène. J'alternais ça avec des thrillers, avec une histoire d'amour, avec des films qui n'avaient rien à voir, en fin de compte, avec les personnages sur lesquels m'attendaient les aficionados des films d'action, des super-héros, des choses comme ça. Donc, en fin de compte, c'est marrant parce que j'en parlais avec Luc Besson qui me dit « Tu n'es pas cadrable ». Et c'est peut-être ce côté atypique qui fait qu'aujourd'hui, on te propose toujours des trucs qui ne sont jamais en accord avec ce que tu as pu faire. Alors, on revient aux héros. Vous aimez les héros dramatiques, mais aussi les héros de comédie. Et vous aimez le cinéma dans son acception positive, populaire. Et un de vos choix, c'est le tandem, c'est la définition même des 2 plus grands héros populaires de comédie des années 70. Mais où sont les clés? Je les avais pourtant laissées dessus. Ah, ben ça alors. Foucan. Et il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon. Oui. Comment ça se fait, ça? Alors, elles sont dans la chambre, alors. Ah, voilà des manières. Signor, donnez-moi la scala. Scala. Non, là, il comprend. L'échelle, là. Ça, c'est la prochaine réplique. Il parle même pas sa propre langue. Donc vous êtes, et c'est pas une critique évidemment, vous êtes bon public, on le voit devant cet extrait-là notamment. C'est vrai que c'est un cinéma très efficace
et un comique qu'on a un peu perdu l'habitude de voir, en tout cas en France. Et puis qui n'a pas vieilli, qui marche. Moi, j'ai revu tous les films. Je revois régulièrement les films de Funès, comme je lis régulièrement Tintin. J'ai revu Oscar, j'ai revu... Mais bon, le tandem est génial, les deux acteurs sont complètement différents, mais De Funès est probablement le ou dans les 3 plus grands comiques mondiaux qui ait jamais existé. Il y a une telle conviction, il y a une telle puissance dans ce qu'il fait. Et c'est pas quelqu'un qui essaye d'être drôle. Jamais. Il est sérieux, il est sérieusement en colère, il est sérieusement énervé. Simplement, l'ensemble fait que ça devient incroyablement drôle, incroyablement comique. Le cinéma, c'est la fantaisie, c'est l'imaginaire, c'est sortir du monde réel et quotidien pour se plonger dans un monde imaginaire. Donc, comme quand je vois un bon film, que je revois des films, j'ai le même plaisir. C'est-à-dire, je rentre dans l'écran, je suis dans l'histoire, j'y crois. Comme un voyage. Ouais, on oublie tout. On oublie tout. Et lorsqu'en 1986, vous vous trouvez face à quelqu'un comme Sean Connery, est-ce que vous avez l'impression d'être dans la fiction, dans le rêve ou dans la réalité? Non, dans la réalité complète, parce que c'était un mec de base, c'était un mec qui avait les pieds sur terre et qui m'a dit « Hello Christopher ». Et je lui ai dit « Hello Sean ». Et puis voilà, c'était un mec simple, c'était un mec sans embâche, c'était un mec sans prétention, sans attitude. Il était ce qu'il était, de toute façon, comme sont souvent les Écossais. What you see is what you get. En 1986, le premier de ces héros hors de l'espace et du temps, Christophe Lambert dans Highlander. Greetings. I am Juan Sanchez Villalobos Ramirez, Chief Metallurgist to King Charles V of Spain, and I'm at your service. Who? What do you want? You. You're Connor MacLeod. Maybe I am. You're Connor MacLeod, wounded in battle and driven from your village of Glenfinnan 5 years ago. Connor! Heather, go in the house. I'll stay right here. Do as I say, woman. The sensation you're feeling is the quickening. Who are you? We are the same, MacLeod. We are brothers! Oh! Un film, là encore, qui a remporté un très grand succès et d'une qualité technique très aboutie pour l'époque. Là encore, on peut vous adresser le même reproche peut-être quant à la suite. Pourquoi, après ce film très, très achevé, très bien construit, avoir accepté sa déclinaison en 2, 3 et 4e édition? Quand on voit des films comme Face à Face ou des films comme Résurrection, et puis qu'au milieu de ça, on voit Highlander 2, 3, 4, et puis Forteresse 1 et 2. Que vous rangez dans les mauvais choix. Que je range, c'est pas... Je n'aime pas appeler ça des mauvais choix, parce que ce sont des choix que j'ai faits en connaissance de cause, sur lesquels je me suis toujours bien amusé. Je range ça dans des catégories de moins bons films. Alors en 92, c'est l'un de vos choix, dans votre propre filmographie. Vous tournez un film de femme qui n'en a pas l'apparence, mais qui est un film de Claire Dever, qui est Max et Jérémy, où vous partagez l'affiche avec Philippe Noiret. Philippe Noiret qu'on n'avait pas coutume de voir dans un film d'action. J'ai lu ce scénar tout de suite. Et c'était le seul scénario où on fermait la dernière page, il n'y avait rien à toucher.
On n'a pas touché une ligne de ce scénar. Ni Noiret, ni vous. Personne. On n'a pas changé un plan ou une scène de ce qui était écrit. C'était tellement bien écrit. Voilà, donc ça, c'est des plaisirs qui arrivent comme ça une fois de temps en temps. Si on a 5 ou 6 comme ça dans une carrière, c'est fabuleux. Où on se dit, j'ai lu un grand truc. Et Max et Jérémie, c'était... Et puis en plus, il y avait Philippe Noiret, que je connaissais pas, mais pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Et je trouve que le côté anti-héros de ce que représente Philippe Noiret par rapport à ce personnage était plus intéressant que quelqu'un ou que qu'on aurait attendu, qui aurait pu être parfaitement systématique dans un rôle comme ça. Ouais. Viens par là, Jérémie. Allez, viens. Par là. Allez. Alors, vous avez le privilège de fréquenter les deux mondes, le monde anglo-saxon, américain, on l'a dit, et le monde de la production française. Quelle est la différence majeure entre les deux sites ? Déjà, l'argent. Et je dirais une constante naïveté du cinéma américain à vouloir créer du divertissement. Et depuis... Donc vous dites naïveté positivement Positive, absolument. Ah bah ouais. C'est ce qui fait que le cinéma, que ce soit dans la comédie, que ce soit dans l'action, est-ce qu'il est crédible qu'un mec saute d'une tour en flammes, il est à 500 mètres de haut, atterrisse sur un bateau, rebondit sur un hélicoptère, l'attrape avec les mains. Parce qu'il y a un goût de la candeur du spectacle. Non, ils y croient tellement eux-mêmes que nous, spectateurs, on est scotchés à l'écran, disons, on y croit autant que le metteur en scène, que l'acteur, puisque lui, il y croit. C'est tout. Ce que moi, je reprocherais un peu au cinéma américain, c'est qu'ils ont souvent tendance à passer sur les sentiments. C'est ça que j'aimais chez des gens comme Léon. Et ce que j'aime dans le cinéma européen, c'est qu'on n'a pas peur des sentiments. Le cinéma américain a souvent peur des sentiments. Par pudeur. Ouais, c'est-à-dire c'est presque maladif. C'est pas une pudeur, c'est vraiment une peur. C'est psychologique. C'est-à-dire il y a tellement de choses qui sont politiquement pas correctes. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire aux États-Unis dans la vie. Donc il y a une censure muette dans ce qui est porté à l'écran. À travers des explosions, 67 morts sur un écran, des balles qui passent de tous les côtés, des monstres, etc., etc. Tout à coup, on ne peut pas mettre la main sur l'épaule de sa fille. Ça, c'est pas politiquement correct. Bon, donc, il faut aussi faire un équilibre. C'est-à-dire, on doit pouvoir, en fin de compte, le cinéma, le visuel étant un genre qui est un genre d'imposition, puisqu'on impose une image à un spectateur, doit justement donner toute la liberté possible à travers cette image. Alors, au-delà de ces héros classiques, on vous sent très attiré par des personnages de rêveurs lunaires. Ouais. Bah de rêveur. Est-ce que c'est pas un des sentiments les plus difficiles à faire passer à travers un objectif, ça? Non, parce que, en fin de compte, c'est ce qu'on fait entre action et coupé. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut détourner le personnage qui est dans cette bulle action coupée. Et je m'énerve d'ailleurs souvent quand, au milieu d'une prise, un metteur en scène va crier « coupé » alors que cette prise n'est pas finie. Et c'est comme si on réveillait quelqu'un en sursaut. Et je fais « mais qu'est-ce qu'il y a, quoi ?» Bon, et on me dit « non, mais t'inquiète pas ». Et je dis « je m'excuse, mais simplement, on sort d'un autre monde ». Et cette candeur, est-ce que vous l'avez conservée quand vous vous voyez
sur un écran? Est-ce que vous avez un regard qui est celui de la découverte par rapport à vous-même? Non, j'aime pas me voir parce que je vois un autre mec. Donc je me demande ce qu'il fout là, quoi. Et vous avez un œil critique? Je dirais que je n'ai qu'un œil critique parce que je n'aime pas le personnage que je vois. Il me dérange. Un personnage typiquement rêveur et contemplatif que celui de Gideon, Christophe Lambert, très bien entouré, vous allez le voir, en 1999. Gideon, your interests wouldn't happen to include gardening? No, Addison. But you do like roses. Oh, yes, I like roses. It is the most beautiful flower. It's inspired poets throughout the ages. Red rose, proud rose, sad rose of all my days. Come near me while I sing the ancient ways. You know Yeats? I don't think so. What room is he in? You have a modest humor, Gideon. So many men today are filled with their own self-importance. They wear their success for the world to see. I've always believed one should move through life accumulating silent victories. I believe you're such a man, Gideon. You walk the quiet road. I know that road, Addison. It led me here. Two roads converged in a wood, and I chose the one less traveled by. And that has made all the difference, Robert Frost. Un film méconnu, malgré la qualité de son sujet et la stature qui vous faisait face, puisqu'on vient de vous voir face à Charlton Heston. Pour quelles raisons, à votre avis, autant qu'on puisse l'expliquer, est-ce que le public est passé à côté de ce film-là? Une fois le film fini, on a fait des tests publics, des projections publiques qui sont passées incroyablement bien. Mais, comme il arrive souvent, les studios n'ont pas suivi. En se disant, on ne va pas investir 10 millions, 15 millions de pubs et copies et de machin. Donc, comme les producteurs voulaient récupérer leur argent, ils l'ont vendu à une énorme chaîne de télé américaine qui a fait un spécial un soir, qui a fait d'ailleurs un carton, puisqu'après il a été redemandé et qui passe encore aujourd'hui, parce que le film était vraiment bien. Et puis, il s'est passé un peu la même chose dans les autres pays européens. À partir du moment où ils ont vu que les Américains l'ont mis à la télé, bah, l'Europe l'a acheté pour la vidéo, pour la DVD, pour la télévision, plutôt que de l'acheter pour le cinéma. C'est tout. Pour quelle raison est-ce que vous avez, vous, une affection particulière pour ce film, ou pour ce personnage, ou pour les deux? Parce que j'ai quand même vécu pas mal de temps de ma vie avec des personnages comme ça, puisque ma mère s'occupait d'enfants mentalement attardés. Donc, ça m'intéressait. J'ai jamais vu ce que j'aime dans l'attardement mental. C'est justement cette faculté à ne jamais sortir de l'enfance. C'est cette faculté à constamment, même chez les grands attardés, ce sont des gens qui, dans leur regard, ont quelque chose de naïf, d'enfantin, de lunaire, d'imaginatif. Ils s'échappent, ils sont ailleurs, ils sont dans une bulle. Alors nous arrivons au terme de cet itinéraire de cinéma, de cinématographique, mais de cet itinéraire de vie aussi. Vous avez encore une longue carrière devant vous. Au-delà de votre carrière, qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Que les gens qui me sont proches et les autres, mais je veux dire, c'est d'abord plus facile de le dire pour les gens qui me sont proches, soient heureux, soient bien avec eux-mêmes, grandissent, évoluent dans un bon sens,
que moi éventuellement aussi, mais ça j'ai de ce côté la prétention de penser que moi je m'en tirerai toujours, donc je me fais moins de soucis pour moi que pour les autres. Une dernière question. Tort ou à raison. Une dernière question, plus personnelle. Est-ce que vous avez ce soir quelque chose à ajouter pour votre défense? Soyons heureux. Merci Christophe Lambert. Merci à vous.